18h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Les Trois Glorieuses, 70 ans se sont écoulés depuis ces dates phares de l'histoire du royaume. Ce 17 novembre marque le deuxième jour, celui de la fête de la Renaissance, symbole d'un Maroc indépendant qui reprenait son destin en main après l'affranchissement du joug de l'occupation. Le mois de novembre sonne la saison de la cueillette des olives. Nous verrons dans les vergers du Souss où la récolte s'annonce faste à la faveur de précipitations abondantes et régulières. À vos paniers, le précieux or vert se fait plus abordable cette année. La nature y est généreuse et le calme absolu. Imlil, cap sur ce village pittoresque perché entre montagnes et collines du Haut-Atlas. En cette saison, Imlil se part des couleurs chatoyantes de l'automne. Un paradis terrestre qui séduit les adeptes de l'écotourisme. Bonsoir, nous célébrons cette semaine les Trois Glorieuses. Après la fête du retour de l'exil du Père de la Nation, feu Sa Majesté Mohamed V, le peuple marocain célèbre ce lundi 17 novembre la fête de la Renaissance, à la veille de la commémoration demain de la fête de l'indépendance. L'occasion de se remémorer la symbolique d'une épopée historique et ses grands enseignements dans la défense de la patrie, de ses valeurs sacrées et du combat du Père de la Nation, feu Sa Majesté Mohamed V, pour la libération de la patrie du joug du colonialisme. Iman Ablou. Après le retour du Père de la Nation, la fête de la Renaissance ponctue les célébrations des Trois Glorieuses. Un événement marquant dans l'histoire de la libération du colonialisme, une étape cruciale dans l'édification du Maroc contemporain. Une célébration qui rappelle la communion et le pacte à jamais scellé entre le trône et le peuple. Le 17 novembre, fête de l'Inbi'at, la renaissance d'une nation, d'un Maroc indépendant qui reprend son destin en main. La fête est ainsi prolongée pour saluer les années de résistance et de soulèvement contre l'occupation coloniale, notamment après l'exil forcé le 20 août 1953 du sultan légitime. 70 ans après, l'on se remémore encore le grand sacrifice consenti par un roi par amour à la patrie, de choisir l'exil à la capitulation et à la soumission aux ordres du colonisateur, en symbiose totale avec les aspirations du peuple et de ses forces vives de l'époque. Le Père de la Nation a fait preuve d'une fidélité rarissime. Cette fidélité a constitué un véritable détonateur pour l'accentuation de la lutte armée menée par le mouvement national contre l'occupant qui exigeait le retour du souverain et de la famille royale. Des moments épiques dont le point d'orgue est le 18 novembre 1955, date à laquelle feu Sa Majesté Mohamed V avait proclamé l'indépendance. Le Maroc sort du petit djihad au grand djihad, de l'affranchissement du joug du colonisateur à l'édification d'un Maroc indépendant et moderne. La pluie fait son grand retour. De généreuses précipitations ont arrosé ces dernières 24 heures plusieurs de nos régions. Il est tombé 26 mm à Tanger, c'est la maximale, 13 à Kenitra, 12 mm relevés à Salé, également du côté du port d'Essaouira, 11 mm à Ifrane, puis 8 vers l'Arrache. Comptez également 7 mm pour Tétouan et le Jadida et 5 aux environs de Chefchaouen. Enfin 4 mm pour Sidi Slimane, Mohammedia Aéroport, d'Essaouira, Casablanca et El Hoceima. Une pluviométrie qui apporte un regain d'humidité au sol. Les oliveraies sont revigorées, ce qui augure d'une récolte faste chez les oléiculteurs. Direction le Souss, Mouzal et Daoutanan, où les vergers d'oliviers s'étendent à perte de vue. La picholine est la variété dominante dans la région. Un produit de la terre exceptionnel, réputé pour ses fruits gourmands, riches en huile. Les producteurs locaux ont démarré la récolte et elle est particulièrement abondante cette année. Hijab Tamek, Yassil Maazi, Zakaria Moukimbila.
Dans cette exploitation d'oliviers dans la commune d'Imouzari d'Aoutanen, l'heure est à la récolte. La taille et la qualité du fruit semblent attester de la bonne santé de la filière pour cette campagne agricole. Une croissance due à l'amélioration des conditions climatiques et à l'augmentation des superficies plantées d'oliviers dans la région. Nombre d'unités de trituration a accueilli les récoltes des agriculteurs dans un contexte prometteur. Une production en hausse par rapport à l'année dernière. La capacité de production de cette unité est de 800 kg par heure. On s'attend à une bonne production étant donné les pluies de l'année dernière et à l'importance de l'activité au niveau local. L'objectif de notre coopérative est de faciliter la tâche aux agriculteurs par la trituration de leurs olives. Équipement moderne et procédés efficaces, les unités de trituration des olives contribuent à valoriser et à commercialiser l'huile d'olive locale. Après avoir atteint des chiffres records, le prix de l'huile d'olive devrait revenir à la normale. Cette année, nous nous attendons à des capacités de production accrues d'huile d'olive, surtout avec la présence de nombreuses unités de trituration. Les coopératives agricoles permettent de donner plus de visibilité aux produits réputés bio et de qualité. Les pluies de l'année dernière nous ont permis d'avoir une bonne récolte. Les agriculteurs sont contents. La présence des unités de trituration est un vrai bénéfice. Ici, la production d'huile d'olive représente une source importante de revenus pour de nombreuses familles du milieu rural. Une activité valorisée et boostée par les coopératives agricoles qui assurent des rôles importants pour l'amélioration des conditions économiques de leurs adhérents. Et ailleurs dans le monde, les conditions météorologiques s'annoncent plutôt sévères. En Indonésie, des précipitations intenses ont provoqué des inondations meurtrières. Bilan, au moins 18 morts et plus d'une trentaine de portées disparues. L'île de Java est notamment le théâtre de plusieurs glissements de terrain. 3 villages côtiers à l'est de la capitale Jakarta ont été endommagés par la mousson. Au Proche-Orient, la situation à Gaza continue de polariser la tension internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce soir sur le soutien au plan de paix de Donald Trump, un plan en 20 points annexé à la résolution. Il autoriserait la mise en place d'une force de stabilisation internationale chargée notamment de l'appui à la sécurisation des frontières en coopération avec Israël et l'Égypte, de la démilitarisation de Gaza, du désarmement, de la protection des civils et de la formation d'une police palestinienne. Le projet doit être soumis au vote ce soir, 22h GMT. Le point à présent sur la situation en Europe de l'Est. Les troupes russes continuent de gagner du terrain sur la ligne de front orientale en Ukraine. Moscou y a revendiqué aujourd'hui la prise de 3 nouveaux villages. L'armée russe poursuit sa lente progression face à des forces ukrainiennes moins nombreuses. Fin octobre, l'armée russe contrôlait totalement ou partiellement 19,2% du territoire ukrainien, dont plus de 80% de la région de Donetsk. La communauté internationale célèbre ce lundi 17 novembre la première journée mondiale de l'élimination du cancer du col de l'utérus, une maladie entièrement évitable. Un événement instauré par l'Assemblée mondiale de la santé. Sa mission, accélérer la mise en œuvre de la stratégie mondiale de l'OMS, stratégie qui repose sur 3 piliers: vacciner 90% des filles contre le papillomavirus humain, dit HPV, dépister 70% des femmes et traiter 90% de celles atteintes de lésions précancéreuses ou d'un cancer invasif. Retour au Maroc, je vous propose une escapade dans un havre de paix. À quelques encablures de Marrakech, le village d'Imlil se dévoile comme un écrin enchanteur. Très prisé par les amoureux de Dame Nature, ils y trouvent refuge, un véritable creuset de sérénité au cœur des montagnes, où chaque instant se savoure loin du stress des grandes villes. Malia Ouad. Comme un géant silencieux, le mont Toubkal s'est drapé de son légendaire manteau blanc. Véritable défi de tous les randonneurs et alpinistes du monde entier. Ses pentes en dénivelé, sa faune et son décor féerique attirent chaque année les touristes étrangers venus du monde entier en quête de dépaysement et d'adrénaline. Soy de España
Si je suis venue à Imlil, c'est surtout parce que j'avais envie de gravir le mont Toubkal depuis longtemps et faire du trekking dans les montagnes de l'Atlas. J'ai tellement hâte de commencer mon aventure. J'avais vraiment à cœur de visiter le Maroc et plus précisément la petite ville d'Imlil à cette époque de l'année pour pouvoir apprécier la neige dans les montagnes. D'ailleurs, avec ce beau décor naturel, l'ascension sera magnifique. Mais avant de s'élancer vers le plus haut sommet de l'Atlas, qui culmine à 4167 mètres d'altitude, il faut encore observer la montagne, ses crêtes et ses pentes. Nous nous sommes réveillés très tôt pour observer le paysage. Il a neigé la nuit et de ce fait, nous pourrons bientôt commencer notre ascension. D'ailleurs, le groupe de touristes espagnols que j'accompagne en ce moment attendait les premières chutes de neige avec impatience avant de s'élancer à la conquête du Toubkal. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore reçu l'appel de la montagne, Imlil offre un décor champêtre avec ses vergers, ses maisons en pisé, ses auberges traditionnelles et sa lumière qui serpente entre les noyers. Nous sommes arrivés hier dans la pluie et c'était très impressionnant d'être dans les arbres. Nous avons vu les montagnes avec du neige et tous les fleuves étaient pleins de l'eau. Avec ces paysages lunaires entre vallées et sommets, ce petit coin de paradis s'impose comme une destination incontournable pour tous les amateurs d'aventures extraordinaires. Cap sur Esmara à présent, qui abrite la 5e édition du forum Les Perles du désert. L'événement célèbre la femme et l'enfant, un des temps forts de la manifestation, un hommage rendu à des personnalités féminines de divers horizons du continent africain, dont notre collègue Nadia Al-Moudden, présentatrice de la principale édition de la soirée sur Al-Oula. C'est un reportage de Hanafi Biba Ahmed Al-Asnad sur le récit d'Iman Abou. Une ambiance des grands jours pour célébrer des personnalités du Maroc et du continent. Le forum Les Perles du désert, le 5e du nom, demeure fidèle à ses valeurs et à sa raison d'être. La promotion de la place de la femme et de l'enfant dans l'action culturelle et du développement. L'association An-Nour pour le rayonnement de la femme et de l'enfant organise cette édition sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, avec au programme une série de rencontres et de colloques qui enregistrent la participation de plusieurs figures féminines de pays africains, frères et amis. Il y a des journalistes, des avocates ou encore des militantes associatives. Ce forum se veut un trait d'union entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest. La femme est donc au cœur de ces célébrations. Ici, des femmes leaders dans leur domaine brillent par leur talent et leurs précieuses contributions au développement de leurs pays respectifs. Parmi les femmes à l'honneur, notre collègue Nadia Al-Moudden, présentatrice vedette d'Al-Oula, un visage adulé de la petite lucarne, doublé d'un parcours professionnel des plus admirables. Je suis heureuse et honorée d'être ici à Smara, capitale scientifique et spirituelle des provinces du Sud. La tenue de cette 5e édition coïncide avec les commémorations du 50e de la glorieuse Marche verte et avec l'adoption de la résolution historique du Conseil de sécurité qui consacre la marocanité du Sahara. Je remercie tous ceux qui contribuent au succès de cette manifestation. Je suis honorée de renouer avec Smara, ville à vocation spirituelle et religieuse de nos chères provinces du Sud. Je suis content d'être parmi ces femmes à l'honneur à qui j'adresse toutes mes félicitations. Je travaille pour la promotion de la femme et de l'entrepreneuriat féminin dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Alors je suis ici au nom de l'UEMOA pour prendre part à ce forum féminin
perles du désert qui célèbre non seulement la femme, mais également, je pense, le développement économique de l'ensemble du royaume marocain. Ce forum est vraiment une opportunité incroyable pour nous, pays de la Guinée, de venir partager notre expérience avec nos confrères marocains et africains, et surtout une plateforme vraiment de femmes qui évoluent dans le secteur du leadership et qui promeut vraiment le travail des femmes, l'entrepreneuriat des femmes, l'autonomisation des femmes. Alors c'est une opportunité. Par cette présence diversifiée, les Perles du désert confirment sa vocation continentale et son rayonnement comme l'une des manifestations féminines de référence dans les provinces du Sud. Sport football et cette rencontre très attendue des supporters marocains, c'est demain, mardi, que nos lionceaux de moins de 17 ans se mesureront à leurs homologues maliens. Un match comptant pour les 8e de finale du mondial à Doha. Tombeur des États-Unis au 16e de finale au tir au but, le 11 national de moins de 17 ans va devoir signer un remake de son exploit en finale de la CAN 2025 face au Mali. Un match qui ne sera pas de tout repos pour l'effectif de Nabil Baha, conscient de l'importance de ce duel et de son enjeu pour la suite du tournoi qatari. Une rencontre à suivre donc demain, 16h45 GMT+1 sur notre antenne. Et l'Afrique récompense ses meilleurs joueurs et c'est chez nous, à Rabat, que la cérémonie prendra ses quartiers. CAF Awards 2025, une cérémonie de prestige qui se tiendra après-demain, mercredi 19 novembre, sous l'égide de la CAF. La Confédération a dévoilé les listes finales des 3 meilleurs nommés dans chacune des catégories masculines des CAF Awards 2025. Il s'agit donc de l'international marocain Achraf Hakimi, nommé pour le titre de joueur africain de l'année, aux côtés de l'Égyptien Mohamed Salah et du Nigérien Victor Osimhen. La liste des meilleurs gardiens de but est marquée par la présence des 2 portiers marocains Yassine Bounou et Mounir Mohamdi. Dans la catégorie joueur interclub de l'année, les Marocains Mohamed Chibi et Oussama El Mliwi figurent dans la liste des 3 meilleurs nommés pour ces prix. La catégorie entraîneur de l'année connaît la présence de Mohamed Ouhbi et Walid Regragui qui forment avec le Cap-Verdien Budista le top 3 des nommés pour ce titre. Et voilà, nous en sommes déjà à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Aloula.